Tout va bien. Du coup, la communication que je vais vous présenter, en fait, est le fruit d'une recherche qui a été réalisée à plusieurs, hein, donc avec le collègue et ami Michel Kasprick et Angélique Tisserand au service archéologique de la ville d'Autun. Donc on s'était posé la question, c'était une commande en fait pour un colloque qui va dont les actes vont être bientôt et prochainement publiés, qui donc cherchait à répondre à la question est-ce que certaines villes, est-ce que la ville médiévale, en fait, notamment dans le cas d'Autun, comme on a vu tout à l'heure avec la présentation d'Antoine, qui a plusieurs pôles de peuplement à l'intérieur de l'ancienne enceinte du Haut-Empire, donc avec la ville haute et la ville basse. Je ne reviens pas sur ces choses qui ont déjà été présentées. Est-ce que cette configuration trouve une origine dans la période de la fin de l'Antiquité ou pas? Donc on partait de ce postulat. Alors voilà, je représente cette carte, ce plan d'Autun très précieux en fait de la fin du Moyen-Âge qu'on vous a déjà commenté, qui illustre, entouré de ronds rouges, donc deux pôles, donc la ville haute et le deuxième pôle, la ville basse de Marchaux, que l'on voit très bien sur ce plan. On voit très bien l'enceinte urbaine du Haut-Empire et des grands espaces vides, effectivement, qui sont dépeuplés et qui sont occupés à cette époque-là par de la culture maraîchère notamment, et puis quelques zones, on va dire, d'autres points de concentration au niveau des portes, des anciennes portes romaines. Alors voici, alors c'est pas du tout le cas effectivement de cette ville du Haut-Empire qui, donc voilà, vous avez une représentation d'Antoine Louis de la ville du début du IIIe siècle et vous voyez qu'elle est pleinement remplie à l'intérieur de ces remparts de l'Antiquité. Donc il n'y a pas d'espace vide. Hein. Toutes les fouilles que l'on a réalisées à l'intérieur de l'espace urbain ont montré qu'au moins au début du IIIe siècle, en fait, il y avait une occupation. Et puis vous voyez même donc à droite de la représentation, dans la vallée, effectivement, tout un quartier qui se développe sur une quinzaine d'hectares, qui se distribue autour du sanctuaire du temple de Janus, à la Gentour. Vous avez un plan ici, donc vous reconnaissez ce qui vous a déjà été présenté. Hein, donc vous avez le plan un petit peu schématique de la ville, entourée de son rempart du Haut-Empire, hein, le quadrillage des rues à angle droit, et puis vous voyez ici en fait un petit peu l'occupation au début du IIIe siècle, avec effectivement donc les îlots qui sont roses, qui notamment se distribuent le long du cardo principal, du cardo Maximus qui mène à la porte d'Arroux, sont des îlots monumentaux. Vous allez y retrouver le forum, vous allez y retrouver les thermes à proximité du forum, vous allez y retrouver également les fameuses écoles méniennes et également un temple, un sanctuaire avec un temple à Apollon. Et puis vous reconnaissez à droite, effectivement, le long de l'enceinte, l'emplacement du théâtre, de l'amphithéâtre. Tout autour de ce centre monumental, vous voyez, donc les petits carrés rouges représentent la localisation de mosaïques, de pavements, en fait, qui caractérisent un habitat aisé, donc pour le début du IIIe siècle, hein, qui se distribue assez largement, en fait, autour de ce centre monumental. Et puis sur les marges de cette enceinte urbaine, vous voyez, les carrés verts, en fait, représentent les îlots artisanaux, notamment que vous connaissez très bien, du lycée militaire au sud, et puis de la rue des Pierres au nord de la ville, et également de l'artisanat donc à l'extérieur de la ville, au niveau du quartier de la Gentois. Donc on observe en fait donc cette image en fait d'une ville pleine et entière, donc va un petit peu se morceler à partir de 270, donc possiblement en lien avec le siège de la ville d'Autun, et on observe notamment une présence à l'intérieur de la ville de militaires, donc qui va se caractériser par la découverte assez abondante à l'intérieur des murs de la cité, à l'emplacement d'anciennes domus, qui sont occupés manifestement par des militaires qui ont perdu donc des armes pour certains, des éléments de casque, donc la parinatique que vous voyez en haut à droite, des fibules et des éléments en lien avec l'épée, donc des éléments en os de décoration de ce type d'armement.
Donc un corpus très largement, effectivement, étudié par Laure Cassagne et Michel Kasprick. Et on observe parallèlement à ça, cette présence militaire, voilà, les carrés rouges représentent des îlots d'habitation qui commencent à être abandonnés donc à la fin du IIIe siècle et durant, possiblement également, un phénomène qui perdure et qui continue au IVe siècle. Donc c'est comment dire, c'est ce schéma en fait donne assez bien l'idée que très rapidement entre 270 et 330, on voit que le nombre d'îlots, voilà, chute, c'est la flèche, chute considérablement, et vers 330, on a la moitié des îlots qui sont d'occupation, qui sont abandonnés. Mais toutefois, en parallèlement à ça, dans les années 290-310, on a une phase de restauration qui était connue par les sources, par les panégyriques latins notamment, qui récemment, ces 15 dernières années, par la suite d'un ensemble de découvertes prouvées par l'archéologie. Tout d'abord, voilà, on a des chantiers qui se mettent en place, de monumentalisation du Cardo Maximus, donc ce pavage que vous connaissez très bien, qui est visible dans certains endroits de la ville, avec des grosses dalles en fait de granit qu'on a été extraire de carrières, c'est pas des remplois, on a été chercher tout ça dans des carrières, 1200 mètres cubes de matériaux et tout ça sur 1,5 km, donc des chantiers conséquents qui touche cet axe majeur, et puis le long en fait, de cet axe majeur, des chantiers de restauration du monument des écoles méniennes. Donc, vous avez à gauche en fait, une photo de la fouille, de l'intervention qu'on a pu réaliser en 2011, qui montre des niveaux de lapidaires, donc d'ateliers de sculpture et de taille d'opus sectilés. Donc c'est des plaquages en fait, de plaques décoratives, et puis également un atelier de mosaïste qui a pu, donc on a taillé des tesselles pour réaliser des mosaïques dans cette phase d'embellissement, toujours autour des années 300 de ce monument. On a pu mettre en évidence également, lors d'un diagnostic de Stéphane Alix, la réfection de l'aqueduc urbain dans les années 300 avec une construction nouvelle, c'est-à-dire, donc c'est au niveau, pour les Autunois, au niveau de la maison Saint-Antoine, voilà, vous avez un démontage de l'aqueduc ancien, pour la construction d'un nouvel aqueduc avec des matériaux et un type d'architecture nouvelle, où on va construire, voilà, bancher en fait en béton en fait ce type de système hydraulique. Dans le même temps, en lien avec l'hydraulique, les thermes situés au sud du Forum, dans le quartier de Marchaux, vont être restaurés, en fait, et on construit notamment une nouvelle piscine que je vous présente ici à droite et qu'on a pu donc observer très récemment, en 2017, lors de la réfection du parking de la rue de Guin. Dans ces années-là, l'habitat élitaire donc, des couches aisées est toujours présent, mais il se raréfie et il va se concentrer à proximité du centre monumental. Donc, ce sont les carrés rouges que vous voyez effectivement sur ce plan schématique. Et pour donner un peu un ordre d'idée de ce type d'habitat, voilà, l'exemple très bien complet, assez complet, très bien fouillé dans les années 1970 par Jean-Paul Guillaumet au niveau de l'Hexagone. Donc, montre un plan, voilà, vous voyez une cour. Donc, je vais essayer de faire marcher ce petit bidule. Toc. Vous avez effectivement une cour ici, autour de laquelle se distribuent des pièces avec des pavements, comme vous voyez, réalisés avec des plaques de roches décoratives qui forment généralement, on appelle ça des opus sectilés. Et le motif qui est assez récurrent, c'est ce système de carrés sur la pointe. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Donc, vers les années 350-400, on a une occupation à l'intérieur du castrum qui se poursuit en fait, mais qui reste finalement assez mal connue, faute d'endroits pour aller observer ces occupations-là. Au final, donc voilà, je remets la localisation donc, de cette pointe d'une douzaine d'hectares, pointe sud de la ville, dont Antoine a parlé et a évoqué en fait sa mise en place.
Donc première zone, première fenêtre, effectivement, pour appréhender ces constructions, donc qui sont maçonnées, qui sont généralement avec des pavements en béton de tuileau de manière assez récurrente. On va les appréhender dans les fouilles programmées qui ont été menées, notamment par Christian Sapin, au niveau du cloître Saint-Nazaire, donc avec les vestiges possibles de la Domus Ecclesia, mais également en fait dans le cœur de la cathédrale Saint-Lazare, lors de la fouille du tombeau Saint-Lazare, Walter Berry a donc fouillé en fait un bâtiment toujours avec ces systèmes de sol en béton de tuileau de la fin de l'Antiquité. Et puis, autre petite fenêtre d'intervention, c'est le diagnostic réalisé préalablement aux travaux du panoptique qu'on a pu réaliser donc, en 2021, où là, voilà, sur le cliché que vous voyez à gauche, donc c'est un petit sondage qui a été réalisé au pied, à l'intérieur en fait du castrum, au pied de l'enceinte de la fortification, qui est pétrifiée par la façade de l'hôtel Lacombe. Et voilà, on a pu observer effectivement un petit morceau de construction avec un reste d'hypocauste, ce système de chauffage par le sol, donc sol en béton de tuileau qui recouvre également en fait la maçonnerie que vous voyez, et avec des datations en fait, 3e, 4e siècle pour la mise en place en fait de cette infrastructure, et puis des réfections au 5e, 6e siècle. La géophysique dans cette petite cour, c'était l'ancienne entrée du musée Rollin, me suggère une certaine densité d'occupation de cette occupation maçonnée à proximité immédiate de l'enceinte réduite. Mais mis à part ces petites fenêtres finalement de fouilles sur les 10 hectares, on n'a pas trop d'endroits en fait pour appréhender cette occupation. Pendant ce temps-là, un petit peu plus bas dans la ville, on va démonter, entre 350 et 400, on va démonter en fait ces monuments, les monuments du centre-ville majeurs, en fait la panoplie urbaine, pour confectionner de la chaux. Alors on peut se poser la question d'ailleurs voilà, pourquoi un usage important à cette époque-là de la chaux. Peut-être pour des chantiers de construction dans l'enceinte réduite, ça reste des hypothèses, voilà, mais je l'évoque comme ça très rapidement. Donc vous voyez les points d'impact en fait en rouge vont toucher donc le centre monumental, vont toucher le forum, vont toucher également donc le temple d'Apollon et les écoles méniennes, mais également dans une moindre mesure le secteur de la Genetois et le démontage des monuments de la parure monumentale du sanctuaire. Si on fait un petit focus sur le temple d'Apollon et les écoles méniennes, voilà, vous avez ces deux bâtiments qui se font face de part et d'autre du Cardo Maximus, et les petits ronds rouges donc signalent en fait sur le plan des vestiges l'endroit où on a retrouvé l'activité de ces récupérateurs de matériaux qui ont débité et cassé complètement cette architecture pour la casser en petits morceaux, certainement pour l'emmener brûler à l'intérieur de fours à chaux qui, eux, n'ont pas été mis en évidence, mais on a retrouvé l'état de matières premières de ces récupérateurs. Alors voilà, quelques clichés. Au niveau du temple d'Apollon, vous voyez des tas avec des éléments d'architecture et décoratifs en marbre, notamment, qui ont été abandonnés là. Et puis sur la droite, vous voyez même un chapiteau qui a commencé à être retaillé. Et puis au final, les quelques éléments effectivement qui ont dû être réutilisés ou dans une but de réutilisation ont été abandonnés. Même chose au niveau des écoles méniennes, où là on a toute une colonne en fait qui a été manifestement volontairement mise au sol et débitée de manière extrêmement consciencieuse. Alors soit en débitant des petits morceaux ou en sciant en fait effectivement certains éléments. Alors malgré tous ces démantèlements, en fait, la partie basse de la ville n'est pas qu'un gigantesque chantier de démolition et puis recyclage de ces matériaux-là. On voit de véritables... Alors ça, c'est vraiment les interventions de ces 15 dernières années où on s'attache
tout type d'opérations confondues, fouilles, mais également tous les multiples petits diagnostics qu'on va réaliser au niveau du service archéologique, on va essayer de caractériser des choses difficilement lisibles, mais on voit que souvent, en fait, on a des véritables occupations de cette période tardo-antique, souvent en façade d'îlot, sur les trottoirs, plus rarement au cœur d'îlot, qui lui est abandonné en fait, et il y a souvent une production artisanale liée en fait à ces occupations difficiles à saisir. Donc on a un retour de l'artisanat en cœur de ville. Pour illustrer ce retour de l'artisanat en cœur de ville, effectivement, une image avec les carrés rouges qui montrent les points de découverte d'artisanat de l'Antiquité tardive, vous voyez, qui se distribuent en fait autour du centre monumental, alors qu'au Haut Empire, les carrés verts étaient plutôt limités sur le pourtour et la périphérie de l'enceinte. Ça va le faire. Au niveau de l'artisanat, un artisanat de la matière dure animale, donc qui est assez spécifique, qu'on va retrouver de manière récurrente sur plusieurs sites, notamment des déchets en fait et des réserves de bois de serre, des déchets d'équidés, mais également en fait quelque chose qui est assez caractéristique, c'est l'exploitation en fait des omoplates, des scapulas de bœuf pour créer des plaquettes, et des plaquettes peut-être pour réaliser de la marqueterie sur coffre ou sur coffret. Voilà, c'est quelque chose qui est assez récurrent et pour ces périodes tardives. On a également un recyclage des matériaux en alliage cuivré, donc on va récupérer des objets, les tordre, et puis peut-être potentiellement les refondre pour en faire de la matière première et la recycler. Voilà les choses qu'on détecte en fait sur ces sites. Au niveau des traces d'occupation, vous voyez que c'est parfois difficile à lire. Sur la droite, les deux clichés sur la droite montrent des traces en fait de construction. Donc on n'est pas sur de la construction maçonnée comme je vous ai montré tout à l'heure à l'intérieur du castrum, mais plutôt sur des choses en matériaux légers, terre et bois, qui vont laisser des traces assez difficiles à lire, sous la forme de trous d'installation de poteaux ou de sablières qui vont servir à installer des élévations, donc des traces un petit peu plus allongées. Et puis sur la gauche du cliché, vous allez voir en fait des trous, des fosses, qui peuvent être pour certains des silos et peut-être pour certains des fours culinaires. Donc il y a une occupation domestique assez difficile à lire, mais néanmoins présente, avec un mobilier associé qui est relativement abondant et parfois de qualité. En conclusion, donc nous avons des indices d'occupation des années 350-450 qui sont très présents en dehors de l'enceinte réduite. On a une concentration au niveau de l'ancien centre monumental, où s'installera effectivement le quartier de Marchaux, et à proximité des portes. Alors là, je vous ai fourni une carte qui synthétise et les sites et également le mobilier et notamment les monnaies qui sont très précieuses en fait pour caractériser en fait ces occupations. Ce sont les ronds rouges, vous voyez, qui effectivement sont pas très présents dans l'enceinte tardive par faute effectivement d'endroits où on a pu fouiller, mais vous voyez qu'effectivement le reste de la ville, de l'ancienne assiette urbaine n'est pas en reste, et vous avez en fait une concentration effectivement de ces découvertes dans et autour du centre monumental, mais également à proximité des portes Saint-André et les portes d'Arroux. Le quartier de Marchaux, sur cette carte, se situe ici. Donc vous voyez qu'il y a quand même une certaine concentration des découvertes dans ce futur point d'aménagement. Et si on remet la carte qu'on vous a présentée au début, donc là je l'ai mise, je l'ai retournée pour la mettre dans la même orientation que la précédente, donc on voit effectivement sur ce plan-là, on peut tout à fait se poser la question, à savoir, voilà, ce peuplement qui actuellement en fait est attesté au XIIe, XIIIe siècle au niveau de Marchaux, se poser légitimement la question si ce peuplement ne serait pas plus ancien. Ça, pour l'instant, c'est des hypothèses. Les choses commencent un petit peu à se mettre en place. Et là, une fois encore, c'est la réalisation d'opérations dans ce secteur de la ville qui pourra peut-être nous confirmer ou infirmer ces premières hypothèses. Mais là encore, en fait, quartier de Marchaux, on est sur un espace très urbanisé et les espaces accessibles à l'intervention et à la fouille sont réduits. On l'a vu sur l'hôtel de Cluny récemment, mais on ne désespère pas et voilà, peut-être qu'un jour, ça sera payant.
Je vous remercie de votre attention et je vous mets là ici une image qui tranche avec celle que je vous ai présentée tout à l'heure, toujours d'Antoine Louis, cette fois-ci de la ville, une évocation d'Autun au 5e siècle, où vous voyez l'enceinte, l'enceinte tardive, la pointe de la ville, une occupation là où Marchaux vint s'installer, et puis des points d'occupation, des grandes zones vides, et puis des occupations à proximité des anciennes portes. Voilà. C'est une image un peu voilà, qui est faite pour faire réfléchir et donner un peu voilà, une petite idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Je vous remercie. Merci Yannick. Alors j'imagine que cette synthèse va susciter quelques remarques. Alors moi j'en ai déjà deux. La première, tu ne nous as pas parlé de la Gêne-toi, mais il me semble qu'il y a des structures assez énigmatiques de la fin du 3e. Et puis, pour un simple commentaire, on attend beaucoup de choses de Marchaux aussi. Hein. Pourquoi pas une deuxième enceinte réduite à Marchaux? Tout à fait. Mais alors, la Gêne-toi, j'en ai pas parlé tout simplement par manque de temps. Et je voulais, pour une fois, essayer de rester à peu près dans les clous de la communication. Les structures auxquelles tu fais référence, c'est les fameuses structures charbonneuses. Alors, on a fait des C14 dedans, en fait. Donc, elles sont pas aussi tardives que ça, en fait, manifestement. Enfin, voilà, il y a un truc qu'il faut qu'on réfléchisse. Et puis on serait sur peut-être sur des charbonnières en fait. On était sur des choses plus tardives en fait, en lien peut-être avec l'occupation militaire. Et là, dans les dernières on va dire réflexions, on serait plutôt en lien avec la production en fait de charbon de bois pour les ateliers. Mais voilà. Donc ça c'est la premier élément de réponse. Et puis pour Marchaux, oui évidemment, on attend d'autres des espaces libres en fait à l'investigation. Parfois quelques mètres carrés peuvent suffire, mais voilà, pour atteindre les vestiges de l'Antiquité dans ce secteur-là, pour voilà, amener de l'eau au moulin. Là, il est là. Avant de passer le micro, j'avais une toute petite question. Sur cette période au 5e siècle, à combien on évalue le nombre d'habitants de la ville? C'est une excellente question, monsieur le maire. On a des difficultés à estimer le nombre d'habitants au Tempire également, en fait. Il y en a moins, manifestement, en fait, qu'au Tempire. Après, vous donner un chiffre, ça va être un petit peu aventureux. Mais ouais, je ne m'aventurerai pas justement sur cette estimation-là. C'est un peu difficile. Moins qu'aujourd'hui. Ouais, moins qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ouais. C'est compliqué. Une petite interrogation personnelle concernant cette question des militaria et également cette question de l'artisanat, mais plutôt pour le IVe siècle en l'occurrence. Par les textes comme la Notitia Dignitatum et Galliarum, on nous dit qu'apparemment il y a à Autun une des grandes usines entre guillemets de fabrication d'armement, en l'occurrence des boucliers, par exemple pour les légions tardives. Et en l'occurrence, je voulais savoir si parmi ces vestiges de production, on a quelque chose qui... Non, on n'a pas en fait d'indice de production. On se pose même la question de savoir si ça se situe à l'intérieur de la ville au final ou si dans la ville en fait enfin voilà, voilà, c'est des choses qui... Non, on n'a pas d'indice tangible en fait de ce type d'artisanat-là. En revanche, en fait, en termes d'artisanat militaria, pour les années, on va dire 270 dans ces eaux-là, en fait, on a un artisanat, fabrication de bouteroles en os qui sont attestés donc au niveau du centre monumental, voilà, le long du Cardo, par la découverte de ça va, on l'espère, on va travailler là-dessus et puis peut-être pouvoir publier les données avec Laure Cassagne et Michel. Voilà, il y a beaucoup de ça reste encore inédit. Hein. Il y a vraiment des fabricats de bouteroles et d'éléments que j'ai présentés tout à l'heure en fait en début de présentation qui sont encore inédits en fait. Voilà. Mais on n'est pas sur ce que tu mentionnais tout à l'heure. Si. Comment fonctionnaient les hippocostes?
Et en fait, c'est tout simplement un système de sol suspendu. Donc vous avez en fait un béton, ensuite des piles qui servent à construire en fait et à installer des grandes dalles en fait, des grandes briques qui servent à construire un sol suspendu. Et vous aviez des foyers qui permettaient d'alimenter donc en chaleur par le sol, et puis des systèmes d'évacuation le long des murs avec des tubuli et puis des cheminées qui permettaient d'évacuer les fumées le long des parois en fait. Voilà. Et donc c'est très très fréquent dans l'habitat urbain, on va dire aisé, plus ou moins aisé en fait. Ouais. Ouais, je vais vous entendre, mais je ne sais pas si ça marche bien. Est-ce que le pied du rempart de la ville de Marchaux, à l'extérieur de la ville de Marchaux, a été étudié? Il y a actuellement des travaux de réflexion. Alors, les travaux de réfection, c'est des travaux de réfection du parement. Au niveau... non, les représentations mentionnent la présence de fossés, mais il n'y a pas eu d'endroit où en fait il a été possible de les mettre en évidence en fait, quoi. Mais non, il n'y a pas eu à ma connaissance en fait, il n'y a pas eu d'intervention directement au pied des remparts de l'enceinte de Marchaux. En revanche, il y a eu donc, lorsque nous avons fait un diagnostic en 2017 au niveau du parc de stationnement, il y a eu une fouille ensuite qui a été faite sur le petit tronçon de maçonnerie de rempart qui est actuellement mis en valeur, et avec des datations qui ont permis de montrer qu'on était sur des phases très tardives en fait de cette enceinte, mais les infrastructures directement à l'extérieur n'ont pas à ma connaissance en fait.